Mesdames et messieurs, bienvenue à ce débat du dimanche. Nous allons parler de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Le volet institutionnel, c'était la semaine dernière avec l'adoption par le Parlement de ce projet de loi portant modification du code des collectivités. Et désormais, on entre dans un volet militaire avec le cantonnement, le désarmement et la fin de ce séminaire organisé par le ministère de la Défense par rapport à la réintégration des ex-combattants. Nous allons en parler. On va également parler du Congo-Brazzaville avec ses violences consécutives à la présidentielle. Et également l'Afrique du Sud, les déboires de Jacob Zuma. Des sujets qui seront abordés par nos invités, Adam Tcham du Républicain, Chana Takiou de 22 septembre, Maître Mamadou Ismaël Konaté, avocat, et Serge Daniel, journaliste, écrivain. Mali, désormais en plein dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Je le disais après l'adoption par le Parlement de projet de loi portant modification du code des collectivités territoriales. Et une autre composante se profile à l'horizon, à savoir le cantonnement, le désarmement et l'organisation des patrouilles mixtes. Pour ce faire, une soixantaine de véhicules viennent d'être remises pour l'organisation justement de ces patrouilles-là. Nous écoutons ici une réaction à la fin de cette cérémonie, l'interview de Rissa Ag Mohamed. On me dit que c'est pas prêt. Chana Takiou, on est donc désormais en plein dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. On était depuis longtemps dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Seulement, avec ce gouvernement, il ne faut pas espérer grand-chose. Chaque fois qu'on entame une action ou une initiative, on s'arrête en cours de chemin, il n'y a jamais de résultat. C'est vrai que il y a des actions par-ci par-là, mais ce que moi je crains, c'est vraiment de ne pas arriver à bout. Parce que depuis la signature de l'accord d'Alger, il y a eu un chronogramme. Aucun de ces chronogrammes n'a été respecté par le gouvernement Modibo Sidibé. On entame quelque chose. Est parti depuis longtemps, quand même. Je parle de Modibo Keïta. Autant pour moi, de Modibo Keïta. On entame une action, on rentre dans le virage, après, stop. Vraiment, je déplore cette attitude du gouvernement qui entame des actions mais qui n'a pas de résultat jusqu'à présent. Donc, je considère que c'est parti, mais attendons le résultat pour mieux apprécier. Ok, l'interview de Rissa, c'était par rapport à la remise de véhicules pour l'organisation de patrouilles mixtes. Mais avant d'avoir cette interview, Maître, on vous fait réagir déjà par rapport à l'adoption par le Parlement de ce projet de loi portant modification du code des collectivités territoriales. La semaine dernière, nous, on en a parlé, vous n'étiez pas là, les autorités intérimaires. Oui, je pense que cette première loi qui découle de l'accord dit d'Alger permet donc de mettre en place le processus politique de l'accord au plan interne. Bien évidemment, il y a le processus militaire également, mais sur le processus politique, bien évidemment, j'ai suivi, moi, le vote de cette loi. Par la suite, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est sur le terrain. J'ai vu un projet de décret de mise en œuvre de cette loi, d'ailleurs, qui est en support de cette loi. Je me suis permis de le lire assez vite et d'en faire une petite analyse. Il ressort que les autorités intérimaires vont être mises en place d'un côté par l'État et de l'autre par la CMA et la plateforme. Et ces autorités de transition concernent aujourd'hui l'ensemble des territoires nord du Mali. D'un point de vue politique, qu'est-ce qui va se passer si on y prend garde? Si ce projet de décret aboutit dans les conditions dans lesquelles il a été écrit aujourd'hui, il y a lieu d'être inquiet. Inquiet déjà par rapport à la superpuissance qui est donnée à ces deux entités, évidemment qui sont signataires de l'accord, mais inquiet parce que simplement aujourd'hui la situation des collectivités territoriales et locales sur le nord du Mali ne sont pas les mêmes les unes que les autres. Ce qui fait qu'aujourd'hui le risque qu'il y a de faire désigner ces autorités par les entités qui ont été indiquées, c'est un risque de désorganisation sociale d'une part et de désorganisation politique aussi d'autre part. Imaginez simplement les localités dans lesquelles la CMA et la plateforme n'étaient pas présents ou n'étaient pas dominants.
leur forte présence aujourd'hui par le biais de la nomination des autorités intérimaires peut être de nature aujourd'hui à les renforcer politiquement, alors même que d'un point de vue social, il n'y a pas d'adéquation à ce niveau-là. Ceci est un risque majeur sur lequel il faut particulièrement attirer l'attention du gouvernement. Bien évidemment, le gouvernement est présidé par Modibo Keïta. Un Modibo peut en cacher un autre. Oui. Donc, Charlotte, c'est un rattrapage un peu par rapport à l'émission de la semaine dernière. Vous n'y étiez pas également par rapport à ces autorités intérimaires, le temps que l'interview de Rissa soit prête? J'ai une précision à faire quand même. Les autorités intérimaires, ce n'est pas seulement pour les régions du Nord. Les autorités intérimaires sont prévues, si les circonstances l'imposent, l'exigent, dans toutes les localités du Mali. Ce n'est pas fait pour les régions du Nord seulement. C'est fait pour Kayes, c'est fait pour Sikasso. Si les conditions sont réunies à Kayes, il y aura des autorités intérimaires. Cela dit, quand même, maître, il y a un vide à Kidal. Il y a un vide dans beaucoup de circonscriptions de la région de Kidal. Comment gérer ce vide? Je pense que les autorités intérimaires constituent une solution pour gérer ce vide à la fois politique et institutionnel. Donc, vu sur cet angle-là, je pense que c'est une très bonne chose. Une très bonne chose parce qu'à travers ces autorités intérimaires, l'État va retourner à Kidal. Okay. Le drapeau flottera, malien flottera à Kidal. Donc, je pense que c'est un bon début. D'accord. Pour combler le vide. Ok, on va à présent parler de ce volet militaire avec cette interview de Rissa. C'était à l'issue de cette remise de véhicules. On l'écoute et on se retrouve aujourd'hui. Voilà, des soucis techniques, bien évidemment, des problèmes techniques aujourd'hui. Adam, cette phase militaire, c'est vrai, il y a eu des remous, des mécontentements, des frustrations après le vote par le Parlement du projet de loi portant modification du Code des collectivités, mais même au sein de l'armée aussi, il peut y avoir des frustrations. Par exemple, Chahana général ne pourrait pas accepter que quelqu'un qui ait pris les armes soit au même grade, au même niveau que lui. À ce niveau également, c'est pas totalement réglé, le volet militaire. Et c'est justement parce que cette rébellion-ci était analysée comme différente des autres. Et là, le ministre de l'Action sociale l'avait dit dans son discours d'ouverture de la cérémonie, effectivement, enfin du séminaire sur le DDR, c'est parce que cette rébellion est différente des autres, effectivement, que la réflexion sur la démobilisation, la réinsertion a pris plus de temps. N'oublions pas que le premier document qui parle de la réinsertion date de juin 2014. Et après, le Premier ministre a demandé que ce soit peaufiné. Ça a été peaufiné avec nos partenaires, la Banque mondiale, la MINUSMA, etc. Et tous ces aspects ont été normalement débattus. Et même maintenant, les représentants de l'armée malienne sont impliqués dans la discussion, effectivement, sur les conditions, les critères du recrutement. Le ministre de la Défense l'a dit, il y a des critères et si ces critères sont remplis effectivement et que les candidats à la réinsertion le veulent bien, ils seront réintégrés. Mais la question, ce n'est pas seulement l'intégration, c'est aussi la stabilisation, toutes les mines qui sont posées, toutes les armes légères qui circulent, etc. Et ça doit faire partie de la solution globale pour le Nord. Et je ne crois pas que, pour l'instant, effectivement, il y a de très grands progrès sur ce plan-là, parce que c'est très souvent que les véhicules de l'armée sautent sur les mines. C'est dommage, on n'a pas vu, peut-être qu'il aurait été intéressant de voir les interventions des uns et des autres. Mais Adam, ce n'est pas la première fois, cette rébellion est différente des autres rébellions, mais ce n'est pas la première fois qu'on va intégrer des ex-rebelles. Exact. Ça, c'est très important. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en termes de DDR, c'est qu'il y a trois possibilités. Vous avez ceux des combattants qui vont donc dans l'armée pour constituer l'armée nationale. Vous avez ceux qui ont des projets à qui on donne de l'argent pour des projets de réinsertion, et vous avez ceux qui vont dans la fonction publique généralement. Généralement, ce sont les trois cas de figure. Mais il y a eu un choc assez particulier après cette rébellion. C'est pour ça que je trouve que c'était indiqué, utile à mon avis, d'organiser ce genre de rencontre pour que les gens s'acceptent. C'est-à-dire, c'était vraiment, on ne va pas venir escathédra en disant, voilà la décision, voilà ce que dit l'accord d'Alger,
Nous allons commencer les patrouilles mixtes, ce qui est une bonne chose, parce qu'on va avoir une très belle photo rebelle, armée nationale et force internationale probablement. Mais de l'autre côté, plus rien, si vous voulez, quand vous discutez avec les uns et les autres, plus rien ne sera comme avant. C'est-à-dire, autant les gens veulent constituer aujourd'hui une armée nationale véritablement nationale, autant il faut quand même que ça ne soit pas le premier venu qui rentre sous le drapeau national. Okay. Et ça me semble important. D'accord. Maître, le challenge à ce niveau-là, c'est que l'histoire ne se répète pas, qu'elle ne se refasse pas, puisque des ex-combattants avaient déjà été réintégrés dans l'armée, mais après ils ont retourné les armes contre le pays. Est-ce que le challenge n'est pas à ce niveau? Cette fois-ci, il faudrait qu'ils puissent rester dans les rangs de l'armée nationale. Personne ne peut donner cette certitude-là. Je pense qu'aujourd'hui, la question que vous posez, l'objectif qui est entrevu par rapport à cette question, c'est de stabiliser le pays, donc c'est d'avoir une armée nationale, c'est de faire en sorte aujourd'hui que nous ayons la plus grande cohésion à ce niveau-là. Mais sur le sujet, d'abord, il y a la question de l'intégration, c'est toutes les personnes qui n'ont pas eu de rattachement avec l'armée nationale en son temps. La réintégration concerne des personnes qui ont été déjà au sein de l'armée et qui reviennent ou ne reviennent pas au sein de l'armée. Cette problématique étant, aujourd'hui, on parle de critères. Soyons très regardants aujourd'hui. Quand on parle de critères, ça ne concerne pas des gens, pour la plupart aujourd'hui, qui ne sont pas capables véritablement de répondre convenablement aux critères qui sont fixés. Les critères, ce sont des critères de l'armée. C'est un minimum d'éducation, c'est un minimum de loyauté vis-à-vis de la patrie, c'est un minimum d'engagement, c'est un minimum de volonté. Or, aujourd'hui, il s'agit de gens qui ont pris des armes et qui ont combattu. Je pense que la question fondamentale, c'est aujourd'hui l'idée d'acceptation des uns et des autres au titre du sacrifice national. Tout cela ne peut pas se faire sans gros sacrifices. Bien évidemment, les uns vont avoir du mal à s'accepter mutuellement. Aujourd'hui, voyez simplement le retour d'un certain nombre de personnes qui n'ont pas les mêmes couleurs que la majeure partie des Maliens et qui vont être membres de la fonction publique et qui vont souvent avoir des positions assez importantes au plan hiérarchique d'une part. Au plan militaire, il en est pareil. Je pense que les autorités maliennes, aujourd'hui politiques notamment, doivent relever ce défi. Le défi de la communication, le défi de l'échange, le défi justement de la rencontre des peuples. On va avoir donc une armée noire, blanche, et puis je ne sais quelle couleur encore, mais c'est aussi ça l'armée arc-en-ciel, c'est aussi ça le Mali nouveau. Charles, c'est une équation, il faut qu'elle soit résolue avec panache et intelligence aussi. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas mille solutions. C'est une solution classique. Il y aura des intégrés, il y aura des réintégrés, il y aura des gens qui vont bénéficier de la réinsertion socio-économique. C'est-à-dire que ceux qui ne peuvent pas intégrer ni l'armée, ni la fonction publique à travers les différents corps. Je sais que la douane est bien prisée par beaucoup de gens. Même des gens qui n'ont pas combattu sont cantonnés en ce moment. Ils se positionnent pour être à la douane, au trésor ou ailleurs. Bon, ça fait partie du business. Ça fait partie du business. Chaque année, c'est comme ça. On voit même des Traoré et des Diawara qui sont souvent cantonnés, qui intègrent la fonction publique au nom des mouvements armés. Moi, je pense que c'est une solution classique. Et pour faire avaler la pilule, comme tu l'as dit, il faut communiquer. Malheureusement, c'est le talon d'Achille du gouvernement. Communication nulle, communication zéro. Est-ce que tu vois? Chaque fois qu'il s'agit de communiquer, le gouvernement peine à communiquer parce que le gouvernement ne veut pas débourser de l'argent. La communication, c'est de l'argent. Mais le gouvernement débourse l'argent là où il ne le faut pas. Là où il faut mettre de l'argent, le gouvernement refuse d'y investir. Donc, c'est l'échec chaque fois. C'est l'incompréhension. Je pense que la communication, c'est pas de l'argent. La communication, c'est un art. C'est la communication. Vous pouvez avoir de l'argent sans communiquer. Effectivement, pour bien communiquer, il faut les moyens. Non, c'est pas seulement cela. Il faut un plan. C'est-à-dire que vous tapez. Le problème, c'est que vous êtes pour le maintien de l'actuel Premier ministre. Vous le dites tout le temps, mais laissez-le respirer un peu. Okay. Vous l'avez dit le contraire. Alors je crois. Donc je voulais dire le contraire. Donc, mais je voulais revenir sur ce recrutement dont vous parliez totalement, où il y a à boire et à manger. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire quand on parle de réintégration de DDR, on a l'impression que ce sont les rebelles du Nord seuls qui sont intéressés. Vous avez par exemple d'autres mouvements qui s'appellent le Gatia qui sont très intéressés. Vous avez des mouvements sédentaires, d'autodéfense sédentaire, qui sont aussi intéressés. Donc ce n'est pas seulement, c'est vraiment le résultat final, c'est de voir cette couleur arc-en-ciel de Mali
où tous les fils du même pays sont représentés au sein d'une armée, mais qui respectent pour une fois définitivement les lois de la République. Ok. Et pourtant, il y a des modèles, la Dame Cham, il y a le colonel, il y a Ould Meidou, il y a également le général Gabou, qui sont des modèles. Peut-être comment faire en sorte que ceux qui doivent être réintégrés puissent aller sur le sillage de ces références-là. Il y a ceux qui, au nom du pacte national, ont été réintégrés. Certains sont restés fidèles à la République, d'autres sont partis. Et il y a dans l'armée ceux qui ne sont pas noirs, certains qui ont combattu et d'autres qui ont décampé tout de suite au prochain coup de feu. Et tout ça est un problème pour une armée nationale. Et puis il y a les officiers, effectivement, qui détournent les moyens de l'armée. Il faut du tout pour faire une armée, donc on ne peut pas se cantonner que sur la seule question, effectivement, de la réintégration des rebelles. Mais j'aimerais attirer l'attention sur un fait, la différence de contexte. En 91, c'est l'État, c'est le pouvoir qui a dit, effectivement, que la rébellion au nord participe de la démocratie, que c'est parce que ces régions étaient abandonnées que les composantes nomades, par exemple, sont dans la rue et ont pris les armes contre l'État. Il y a eu un pacte national qui a normé les choses, et en 2012, le contexte était totalement différent. Beaucoup de cadres du Nord étaient intégrés, il y a même eu des officiers supérieurs, ce qui n'était pas le cas avant. Et ce qui s'est passé en 2012, c'est que malgré cette ouverture démocratique, ils ont pris les armes, et ça fait dire à certaines personnes, effectivement, que c'est une prime à la rébellion qu'on est en train d'accorder aujourd'hui, et il faut faire très attention à cela. Mais la prime à la rébellion est tout aussi grave pour moi, à mon avis, que les moyens d'une armée qu'on détourne. Ok, on me signale qu'on a enfin cette interview à l'issue de cette remise de véhicules par rapport à l'organisation de patrouilles mixtes. L'intégration des ex-combattants est une question vitale sur le plan politique et sur le plan stratégique pour notre pays en ces moments où nous avons amorcé la voie de sortie d'une crise qui, selon tous les analystes, a été la plus grave dans l'histoire de notre pays. Je vous remercie d'avoir confirmé que nous sommes une armée responsable, que vous êtes des officiers imprégnés de cet esprit républicain qui permet de discuter sans être d'accord, pour finir par se mettre d'accord sur l'essentiel. Je crois que c'est ce que vous avez fait. Voilà l'interview du ministre de la Défense, Tchema Hubert Coulibaly, ce dimanche matin, à l'issue de l'atelier pour l'intégration des ex-combattants au sein des forces de défense et de sécurité. À présent, cette autre interview de Rissa Aga Mohamed à l'issue de cette cérémonie de remise de véhicules. Ces véhicules seront utilisés à bon port et elles seront utilisées pour les missions pour lesquelles elles sont arrivées. 600 éléments sont prévus pour participer à cette opération. 200 FAMA, 200 plateformes, 200 SEMA. Je voudrais bien lancer un appel pour mes frères des mouvements signataires pour qu'ils mettent les éléments à notre disposition pour engager les patrouilles mixtes et sécuriser nos populations au nord et au Mali en général. Voilà, on devait ouvrir le débat par ces interviews-là, mais on a fait le débat, les interviews sont venues après. On va à présent passer au deuxième thème de l'émission, la session d'avril du Parlement, une session qui aura à se pencher essentiellement autour des poursuites contre l'ancien président Amadou Toumani Touré, et également la visite du Premier ministre, l'ancien Premier ministre Moussa Mara à Kidal. Chana Takiou, cette session d'avril par rapport aux poursuites contre ATT, est-ce qu'aujourd'hui le Parlement ne rame pas un peu à contre-courant? Le pays a peut-être besoin de stabilisation, de réconciliation, de calme, mais s'il faut en ajouter ces poursuites-là. Pas du tout.
Quand vous dites que c'est inscrit à l'ordre du jour et que essentiellement le Parlement va se pencher sur ce point-là, ce n'est pas exact. Ce n'est pas du tout exact parce que c'est la procédure législative. Et le dossier d'ATT est entre les mains de l'Assemblée nationale depuis plus d'une année. Le rapport est terminé et selon mes informations, il est sous scellé au niveau du président de l'Assemblée nationale. Donc, dans la procédure législative, tout dossier ou tout projet de loi qui n'a pas pu être examiné est automatiquement renvoyé à la prochaine session. C'est dans ce cadre-là que le rapport sur une éventuelle accusation ou inculpation d'ATT a été renvoyé à la prochaine session. Ce n'est pas pour qu'elle soit forcément examinée au cours de cette session. Elle pourrait être renvoyée encore une fois de plus à une nouvelle session. Okay. Oui, c'est la procédure législative. Oui, mais il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Le président de l'Assemblée nationale, lors de l'ouverture de la session, a nommément cité le dossier ATT comme faisant partie des dossiers qui étaient à l'ordre du jour. Maintenant, c'est évident que l'Assemblée nationale peut dire à la fin, nous repoussons à la session prochaine l'étude de ce dossier-là. Mais le président de l'Assemblée nationale l'a officiellement dit. Quel est l'état des choses, d'abord, avant de s'expliquer sur faut-il juger ATT ou pas? Vous avez une commission de 10 membres à l'Assemblée nationale qui s'est réunie, qui a fait une proposition. La première proposition, l'année dernière, aurait fuité dans la presse, où, grosso modo, il était dit que la commission disait qu'il n'y a pas de preuves pour poursuivre ATT. L'Assemblée nationale a démenti. Nous avons aujourd'hui un autre rapport. Est-ce que c'est le même ou pas? On ne le sait pas. Il est sous scellé, effectivement, mais auprès plutôt du secrétaire général de l'Assemblée nationale. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont proposer ce qu'ils demandent à l'Assemblée nationale. Il y aura un débat. Il va falloir avoir les 2/3 des votants et des participants aux discussions pour voir si on peut poursuivre ATT ou pas. Parce que vous savez qu'il y a la Haute Cour de justice composée de 18 membres et que les 18 membres ne font pas partie des députés qui vont discuter de ce dossier. Donc voilà là où on en est d'abord. Maintenant, est-ce qu'il faut le juger ou pas? J'espère qu'on pourra en discuter tout à l'heure. Adam Cham, sur les points inscrits à l'ordre du jour de cette session d'avril. Alors donc c'est deux affaires différentes. Ouais. Une affaire judiciaire, donc la plainte contre ATT, et puis une commission d'information sur les événements de Kidal. Donc à mon avis, il est fort possible que le Parlement rendre public le rapport sur les événements de Kidal, parce que c'est sans grande conséquence, sauf si après on décide de poursuivre. Mais pour ATT, ça va être un peu plus difficile. Et ce que Chana a dit est une tradition. C'est-à-dire on peut aller de renvoi en renvoi, et il y a des dossiers comme ça qui ont été renvoyés finalement au calendrier grec. Mais la question sur la poursuite contre ATT, on verra si l'Assemblée aura le courage, dans la session prochaine, d'ouvrir ce dossier. Parce qu'à un moment, il faut quand même purger le dossier. Je ne crois pas que ce sera comme l'affaire du truc sur l'excision qui, depuis des décennies, est renvoyée de session en session. Cette fois-ci, il s'agit d'un ancien président auquel on reproche la haute trahison, un ancien président, et la haute cour de la justice a été saisie. Je ne crois pas qu'on peut s'asseoir sur ce dossier comme on s'est assis sur le projet de code de la famille pendant plusieurs années. Maître Konaté. Alors moi j'ai entendu beaucoup de gens avec beaucoup de bonheur sur le sujet. Il est clair aujourd'hui que l'Assemblée nationale est parfaitement saisie de ce dossier. Il est clair également qu'un comité ad hoc s'est réuni en vue de rapporter à l'Assemblée nationale, pour la simple raison que la totalité des députés ne va pas se saisir elle-même de ce sujet-là. Il faut mettre en place donc un comité ad hoc qui va donc examiner prioritairement le dossier et saisir l'Assemblée nationale d'un rapport. Ce sont les termes de ce rapport qui peuvent faire l'objet d'un vote en ce qui concerne la mise en accusation. Je pense que ce dossier est plus que sérieux. D'abord, il est dans les escarcelles de l'Assemblée nationale depuis au moins 2 ans. Et depuis 2 ans, il y a une personne qui, aujourd'hui, du point de vue de la présomption, est mise en cause et attend de connaître son sort, c'est le président Amadou Toumani Touré. C'est probablement ce qui justifie d'ailleurs le fait qu'il ne soit pas au Mali aujourd'hui, qu'il soit plutôt exilé depuis 2012 au Sénégal, à Dakar.
Premièrement. Donc aujourd'hui, s'agissant d'une personne comme celle du président Amadou Toumani Touré, on ne peut pas rester indéfiniment sans fixer son sort. Donc ce débat ne peut pas être indéfiniment repoussé parce que deux choses, ou il n'y a rien à lui reprocher, et dans ce cas, on prend les actes nécessaires, ou il y a quelque chose à lui reprocher, donc il faut mettre le débat en discussion au niveau de l'Assemblée nationale pour éventuellement que son sort judiciaire soit connu. De ce point de vue-là, aujourd'hui, je pense que le contexte politique malien a changé. On n'est pas en 2012. Aujourd'hui, ce pays ne peut pas accepter 2 secondes de mettre en cause un ancien chef d'État dans les conditions de la haute trahison. De la haute trahison tenant aux faits et aux actes qu'il a dû accomplir dans le cadre de sa fonction. Nous sommes dans un pays qui a besoin de paix et de réconciliation nationale aujourd'hui. La réconciliation nationale ne concerne pas que le Nord. Elle concerne le président Amadou Toumani Touré, elle concerne le président Moussa Traoré, et elle concerne toutes les personnes qui ont pu souffrir un tant soit peu des premières années de l'indépendance du Mali. C'est de ce point de vue-là aujourd'hui que le président de la République doit prendre une initiative très très forte aujourd'hui. C'est à lui politiquement de régler ce sujet-là. Il ne faut pas polluer le débat politique en République du Mali encore en introduisant des débats comme ceux-là dont on n'est pas capable de purger et dont on n'est pas capable de trouver les meilleures solutions. Justement, au moment où on parle de stabilité, de réconciliation, au moment même où l'actuel président a une fois même été l'objet d'une plainte pour haute trahison d'un bloc, est-ce qu'il ne faudrait pas... Quand même, c'était une plainte quand même. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités? Est-ce qu'il faudrait aller vers cela, Chana Takio? Bon, par rapport à ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un dossier hautement politique. Le traitement sera politique. Et si vous voyez qu'on renvoie, on va de renvoi à renvoi, c'est parce que l'autorité politique n'est pas prêt aujourd'hui à examiner le dossier. En 2012, au début, beaucoup de gens ont applaudi lorsqu'on a dit qu'ATT sera poursuivi au niveau de l'Assemblée nationale pour haute trahison. Mais aujourd'hui, avec le recul, avec tout ce qui s'est passé dans le pays, les gens ont compris en fait qu'ATT n'a rien fait. Et même à l'Assemblée nationale aujourd'hui, si on soumet le dossier, même au sein du RPM, il y aura des gens qui vont voter contre une éventuelle mise en accusation d'ATT. Donc de plus en plus, le dossier se dégonfle. Il se dégonfle et je pense que le politique attendra le moment propice vraiment pour l'examiner et puis décidera ce qu'il faut. C'est hautement politique. Dans ce pays, on ne sait pas ce qui se passe. Souvent, 2 pas en avant, 10 pas en arrière. On est en train de mettre en œuvre l'accord pour la paix et la réconciliation avec ces patrouilles, l'État qui veut aller à Kidal. Mais au même moment, on essaie de soulever un autre débat qui peut nous éloigner de l'essentiel. Mais il faut voir le timing. Au moment où on portait plainte contre... Le gouvernement portait plainte contre ATT, l'accord de paix n'avait pas été signé, il n'y avait pas tout ce débat sur la réconciliation nationale. Et c'est un président fier de ses 77%, qui a peut-être, je ne sais pas, mais qui a peut-être cautionné effectivement cette plainte contre le président Touré. Et ce qui s'est passé depuis, le contexte a énormément changé. Nous avons pris une raclée à Kidal, donc ça veut dire que c'était le monopole de la défaite, c'était pas ATT. Il y a eu un dossier sur les équipements militaires ici et qui était sulfureux et qui a même fait intervenir les institutions internationales. Et je crois que le contexte a énormément changé et je suis d'accord avec Chana aujourd'hui que si ce dossier est ouvert, vraiment ATT trouverait beaucoup plus de défenseurs en 2016 qu'il ne pouvait escompter en 2013. Je ne sais pas si c'est le président, enfin information pour information, je ne sais pas si c'est Ibeka qui a vraiment déclenché ce dossier. Je ne sais pas. Bon, on est en République. La plainte n'est pas du gouvernement. Elle est de qui? Non, la plainte est émanée, c'est sur dénonciation. Je pense que le gouvernement a le droit même de... Je termine. Je ne sais pas, c'est une question que je me pose. Je pense que c'est plutôt un ancien ministre malien, il est peut-être ministre actuellement qui n'a pas... On verra cela. Mais c'est quand même une affaire qui fait pchit. Ça, c'est évident. C'est une affaire qui ne... Enfin, je ne suis pas juriste. C'est une affaire qui est en train de se dégonfler. C'est quel type d'État? On ne sait pas qui a porté plainte. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Si vous le savez, dites-le moi. C'est à travers Bachili, le ministre de la Justice, que la plainte a été... Vous êtes... Maintenant, bref, je vais terminer parce que tout le monde s'est exprimé sur le ministre Bachili était au centre de la plainte. D'accord. Si tu peux ne pas me couper, ce serait bien parce que moi, je ne te coupe pas. Voilà, merci. Donc, ce qui me paraît important, c'est que c'est quand même, il y a la justice, mais que ça apparaît clairement que c'est un dossier où il y a une bonne dose de politique. La sagesse veut qu'on prenne une décision, mais il faut aussi qu'ATT, il a toujours dit,
je veux m'exprimer, il faut qu'il s'exprime d'une manière ou d'une autre sur ce qui s'est passé, mais je pense qu'on n'est pas du tout dans la bonne voie en disant oui, il faut juger cet homme-là. Parce qu'on ne sait jamais ce qui se cache derrière la main de la Statue de la Liberté. Sur le deuxième point de la session d'avril, la visite de l'ancien Premier ministre Mara à Kidal, est-ce que là aussi il faut contextualiser pour dire qu'il faut aller de l'avant? Oui, il faut forcément une manifestation de la vérité, qu'on sache ce qui s'est passé. Je pense aujourd'hui que, vous savez, la République ne peut pas rester longtemps endormie. Les actes qui sont accomplis par ceux qui sont en situation de pouvoir doivent être des actes expliqués et explicables. C'est pour ça qu'on exige d'ailleurs que les hommes d'État s'expliquent justement sur les missions qui sont les leurs et rendent compte. De ce point de vue-là, aujourd'hui, Kidal, il doit y avoir une explication pour 2-3 raisons. D'abord, c'est le chef du gouvernement à l'époque qui s'est déplacé et dont la vie a été menacée. 2, ce sont des soldats maliens qui sont tombés sous des balles. Et troisièmement, c'est une situation politique, militaire et territoriale qui a été totalement bouleversée à ce niveau-là. Moi, je trouve d'ailleurs qu'on ne va pas vite dans ce genre de situation. L'Assemblée nationale aujourd'hui a parfaitement le droit de mettre en place une commission d'enquête et de rendre compte. Dans ce pays-là, il faut que les députés sachent qu'ils sont des députés du peuple. Que quand ils se mettent en mission, c'est au nom du peuple, et c'est pour le compte du peuple, et il faut rendre compte au peuple, et le peuple doit savoir exactement ce qui s'est passé. Un dernier point, je termine, il y a quand même eu des démissions politiques. Il faut savoir aujourd'hui si les démissions étaient des démissions méritées ou pas. Je sais que tu as des amis parmi ces personnes qui ont démissionné, et toi-même tu as besoin de savoir aujourd'hui si véritablement, d'un point de vue politique, ce sont des personnes qui ont bien agi ou mal agi. Chana. Oui, ce que je voudrais dire, maître, c'est que la commission existe. Les députés ont déjà mis en place cette commission. Elle a travaillé, elle a son rapport. Il s'agit maintenant d'examiner le rapport, de le rendre public et de faire des recommandations. J'ai compris ça. De faire des recommandations. Il s'agit seulement, par rapport à Moussa Mara, il s'agit seulement de cela, de savoir ce qui s'est passé et de formuler des recommandations. Nulle part, il n'est prévu des sanctions éventuelles, c'est pas que des recommandations. J'ai dit, si aujourd'hui il y a des faits infractionnels, les sanctions font partie des recommandations. Non. Si on peut recommander que des sanctions soient engagées contre X ou Y, c'est une recommandation. On peut recommander l'Assemblée ne peut pas sanctionner. On peut recommander de saisir la justice qui peut éventuellement sanctionner. L'Assemblée ne peut pas sanctionner. L'Assemblée ne peut prendre que des recommandations. Il reviendra à l'exécutif de mettre en œuvre les recommandations de l'Assemblée nationale. Il reste que l'affaire de Kidal n'est pas une affaire judiciaire pour l'instant. Pour l'instant, ce n'est pas une affaire judiciaire, voilà. C'est très clair. Maintenant, voilà. Mais est-ce que après, il est envisagé après que ce rapport soit rendu public, des sanctions qui puissent être administratives ou judiciaires, parce qu'il y a quand même eu une bonne cinquantaine de morts. On a perdu pratiquement tout l'équipement en matériel qui était là-bas, et 2 jours avant, il y a des administrateurs maliens qui ont été froidement tués à l'époque. D'ailleurs, on avait dit qu'il allait y avoir une plainte contre les auteurs de ce forfait, et depuis, on n'en entend pas parler. J'ai dit, Adam, c'est évident. On laisse Serge réagir. Vous allez avoir la parole. Je te laisse. Non, allez-y, Serge. Je ne te pose pas la question. C'est pour te compléter. Le problème est le suivant, c'est qu'il y a un premier rapport. On a vu le rapport de la mission, la MINUSMA. La MINUSMA a produit un rapport qui n'avait pas fait beaucoup de bruit. Qui n'est pas le Mali. Qui n'est pas le Mali, oui, mais ça n'a pas fait beaucoup de bruit, ça m'a surpris. Effectivement, il y avait beaucoup de termes diplomatiques, etc. Mais il est évident que sur le dossier de Kidal, c'est pas l'Assemblée nationale, on s'est souvenu du rapport, parce qu'on s'informe aussi, Chana. Mais le problème, c'est que c'est normal qu'il y ait des suites judiciaires. Lorsque vous avez des gens qui ont été froidement assassinés, on ne peut pas se taire là-dessus. Attendons de voir ce que les députés de l'Assemblée nationale vont dire. J'ai dit, depuis 2012, combien de gens ont été tués, froidement assassinés? On ne parle pas de poursuite. Parce que Moussa Mara est un homme politique, il y a un rapport, de plus en plus, on parle de poursuite. S'il y a poursuite, il doit y avoir poursuite pour tous les assassinats commis dans le nord du Mali. Il ne doit pas avoir seulement poursuite parce que Moussa Mara est un homme politique, il a fauté, encore que est-ce que cette faute-là pourrait conduire à une poursuite judiciaire? Je n'en sais rien pour le moment. Mais je dis encore une fois de plus, s'il doit y avoir poursuite judiciaire pour assassinat, cette poursuite doit l'être
pour toutes les personnes tuées, pas pour un groupe et non pour les autres. Mais il faut être clair là-dessus. Je pense qu'autour de cette table, personne ne parle de poursuite contre Moussa Mara. Non, il faut être précis là-dessus. Maintenant, l'Assemblée nationale, on attend de voir le rapport. L'Assemblée nationale, j'espère, va rendre public le rapport et on verra s'il y aura des suites. Et l'Assemblée nationale est saisie, non pas pour ça, parce que personne ne trouve le responsable qui a donné l'ordre à l'armée d'attaquer. C'est pour cette raison, effectivement, que l'Assemblée nationale a été saisie. Et c'est sur ça qu'elle doit se prononcer. L'Assemblée nationale doit effectivement nous édifier sur de qui et comment émane l'ordre d'attaquer la rébellion à Kidal qui a provoqué un carnage dans l'armée malienne. C'est clair. Chana, les hommes, peu importe les hommes, ce qui est important, ce sont les gestes qui ont été accomplis au nom de la République pour lesquels on veut savoir. Derrière ces gestes, on peut éventuellement identifier des hommes, on peut également identifier des dysfonctionnements. Je pense qu'il faut avoir présent à l'esprit que ici, ce qui nous importe, c'est que les forces militaires et de défense nationale, au nom du Mali, ont été mises en mouvement sans que l'on sache, ni du ministre de la Défense, ni du chef de l'État lui-même, ni de n'importe quel chef d'état-major a été à l'origine de cette mise en mouvement. Deuxièmement, il y a quand même eu un drame, c'est qu'il y a eu une 50aine de personnes qui ont été totalement tuées sur place, des administrations, des fonctionnaires qui ont été assassinés. Si on ne fait rien dans le cadre d'une enquête parlementaire aujourd'hui, qui pourrait éventuellement déboucher dans le cadre d'une poursuite judiciaire, mais qu'est-ce qu'on peut arrêter les familles aujourd'hui qui ont subi ce préjudice-là? C'est de ce point de vue-là que cette question n'est pas rattachable à la question de la rébellion de manière générale. Cette question, ce sont des crimes de droit commun pour lesquels nous avons besoin de savoir et nous avons besoin de sévir. Ok, toujours à l'ouverture de cette session d'avril du Parlement, il y a eu cette sortie du président Isaac Sidibé à l'encontre de la presse, puisque pour l'honorable Sidibé, la presse est une entrave à la bonne marche de la démocratie. On n'est pas peut-être en mesure de proposer un extrait de sa déclaration, mais quand même la réaction du syndicat des journalistes qui lui demande des excuses publiques. On a tenu cette conférence de presse pour montrer notre mécontentement aux propos tenus par le président de l'Assemblée nationale lors de l'ouverture de la session d'avril lundi dernier. Le président de l'Assemblée nationale a dit dans ses propos que les journalistes maliens constituent des entraves à la marche de la démocratie malienne. Nous pensons que nous n'avons jamais été une entrave à la démocratie malienne. Nous avons été au début de la démocratie malienne, nous sommes au milieu de la démocratie malienne et nous serons à la fin de la marche du processus de la démocratie au Mali. Donc taxer les journalistes maliens de dérive ou les qualifier que nous salissons les noms des personnalités, je pense que c'est une grave erreur. C'est pourquoi nous avons exigé des excuses publiques du président de l'Assemblée nationale sous peine de boycotter la session parlementaire de la francophonie qui doit se tenir à Bamako le mois prochain. Adam Thiam. Moi, je ne vais pas donner la langue de bois. Je pense qu'il y a des problèmes sérieux avec la presse malienne. Je pense que le temps est arrivé de s'arrêter pour voir ce que notre presse est devenue 25 ans après la démocratie. Le problème ne sont pas qu'avec la presse. Je pense qu'un État qui veut de bons médias, de bonne presse, peut l'avoir. Maintenant, lorsque la presse devient simplement la chasse gardée de quelques chapelles politiques, etc., quand elle est mise en mouvement pour des causes, etc., il y a un problème. Il y a un problème et je crois qu'on peut le dire sans être vraiment virulent. Non, sans être antidémocratique. Mais à mon avis, la presse malienne, malgré ces problèmes, est 100 fois mieux que le Parlement. Et je ne comprends pas pourquoi le président du Parlement ne regarde pas déjà ce qui ne va pas avec un Parlement qui à 80% n'est pas là, un Parlement qui est un Parlement godillot. Ça fait depuis 25 ans qu'on est dans cette situation où le Parlement pense qu'il est là que pour accompagner le gouvernement. Mais voyez, dans les décennies précédentes, la décennie sortante, sur toute la question du Nord, il n'y a pas eu un seul débat au Parlement sur la question du Nord. Et aujourd'hui encore, le débat, le Parlement ne s'est même pas saisi de l'accord de paix. Est-ce que ça c'est moins grave que vraiment les petites dérives que tu as dans la presse? Je ne crois pas. Maître Konaté,
Oui, non, j'entendais Adam et puis je ne comprenais pas trop là où il voulait en venir, mais quand il commence bien, les chutes peuvent être assez fatales et je pense qu'il a eu parfaitement raison de le dire. Non, ce qu'a dit le président de l'Assemblée nationale est insupportable, et inadmissible et intolérable. On ne peut pas s'en prendre à toute une corporation comme celle-ci, parce que simplement il faut mettre en avant des dérives. Je pense qu'aujourd'hui la presse malienne vaut ce qu'elle vaut, elle est à l'image de notre pays, et cette presse malienne aujourd'hui est à saluer pour le courage qu'elle a aujourd'hui pour assumer les responsabilités qui sont les siennes. Ceci dit, je pense qu'on ne va pas se voiler la face, dans tous les secteurs professionnels dans notre pays aujourd'hui, il y a des difficultés partout. Mais je dis simplement que si on se laisse aller par des propos comme ceux-là qui sont tenus par des institutions qui ne sont pas quand même des institutions mineures dans notre pays, c'est le président de l'Assemblée nationale, le président du Parlement. Je rappelle simplement que mon oncle, Iban Ndiaye, homme politique de son État, a eu une prise de parole ici face au syndicat autonome de la magistrature, et pour moins que ça, il allait en procès, et j'étais son avocat, j'étais fier de le défendre, en même temps que Sidiki Konaté qui revient à l'ORTM. De ce point de vue-là, aujourd'hui, je pense que les autorités politiques de notre pays doivent faire extrêmement attention lorsqu'ils prennent la parole. Ce propos est inadmissible du chef du Parlement et il ne peut pas rester longtemps sans le corriger et il faut qu'il le corrige parce que sinon ce serait un déluge. Alors le problème c'est qu'il est resté flou. Il n'y a pas eu de fait précis avancé. Donc quand il y a un flou quelque part, c'est qu'il y a un loup. Et quand il y a un loup, on hurle. Il ne faut pas hurler sur la presse de cette manière-là. C'est un peu un appel au meurtre, si vous voulez, d'une manière générale. Ça veut dire attaquez-les, ils sont nuls, voilà. Donc je me suis senti, j'ai été très étonné. Je me suis dit, bon, peut-être que il était fatigué en prononçant son discours. Et puis après, j'ai dit, non, mais c'est la hantise, la copie vide. Parce que quand vous rédigez un discours, vous faites rédiger un discours, vous dites, non, il manque quelque chose, il faut ajouter ça. Et que son secrétariat a peut-être eu la très très mauvaise idée d'inscrire ce paragraphe-là dans son discours. C'est pas un discours responsable. Il parle de toi, c'est non, il m'aurait nommément cité. Donc c'est pas de moi qu'il parlait. Et venant de sa part, c'était quelque chose pour moi de très décevant, absolument décevant. Très honnêtement, je ne me suis pas senti concerné par les propos du président de l'Assemblée nationale. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, dans toutes les corporations, il y a des brebis galeuses. Dans toutes les corporations, vous l'avez dit même à l'Assemblée nationale, il y a des médiocres, il y a des nuls. Et surtout à l'Assemblée nationale. Il y a des médiocres, il y a des nuls. Ce que moi je dis par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il faudrait que nous de la presse, que nous acceptions aussi être critiqués. Tous les jours nous critiquons, nous dénonçons. Souvent même nous insultons, vous m'excusez du peu. Enfin, vous est-ce que allez-y. J'ai dit fort, j'ai dit oui. Non, c'est pour te dire. Maître n'est pas journaliste. J'ai dit Serge. Bon, en tout cas, pas publiquement. Voilà. J'ai dit Serge, encore une fois de plus, accepter de la même manière qu'on ait des points de vue sur les magistrats. L'autre jour, j'étais en débat avec le président du SAM. J'ai dit ce que je pense de leurs revendications. Il a réagi à mon article, j'ai réagi encore. Donc vraiment, il faudrait que nous acceptions également à être critiqués. Moi, je ne trouve pas ça désastreux ou calamiteux. Et je pense que ça fait partie du fonctionnement normal de la démocratie. Le président a critiqué la presse sans précision. La presse également peut réagir. Il n'a pas critiqué, il a insulté. Ce n'est pas la même chose. Il n'a pas critiqué, il a insulté. J'ai dit ce ton point de vue. Moi, je pense que. En plus, pour terminer, tu vois que tu me coupes. Mais bien sûr, parce que tu m'as coupé deux fois. Mais on conclut rapidement. J'ai dit, Serge, encore une fois de plus, je ne trouve pas ces propos désastreux ou calamiteux. Nous sommes dans une démocratie, nous sommes dans un débat. Il faut que les gens acceptent qu'il soit critiqué. Nous critiquons tous les jours. Qu'on nous critique, je pense que c'est tout à fait normal. Chana Takiou, il a surtout parlé de manquement à l'éthique et à la déontologie. Tous les jours, c'est ce qu'on voit dans la presse. Mais laissez-moi terminer. Tous les jours. Je vous ai écouté. Laissez-moi poser. Vous me laissez poser ma question. Il parle de manquement d'éthique et de déontologie. C'est pas d'un seul côté. Même au sein du Parlement, on a vu certains collègues députés lui faire lui-même la morale comme quoi il a une gestion calamiteuse du débat. Donc, manquement de l'éthique et de déontologie, c'est pas quelque chose des journalistes, c'est au sein du Parlement. Je suis d'accord. Disons qu'au niveau du Parlement, on gère mal, on détourne les fonds, il faut le dire. Mais acceptons également d'être critiqués. C'est ça seulement que moi je dis. Chana, tu n'as pas la parole. Donc, voici la question. Est-ce que le message du
du président de l'Assemblée nationale est un message recevable. Franchement, moi je pense que Serge l'a dit, c'était assez vague, personne n'était nommé. Il a pointé du doigt certains des travers de la presse. À sa place, je ne l'aurais pas fait. Oui, c'était inutile. À sa place, je ne l'aurais pas fait, oui. D'autant que certaines parties sont simplement gratuites et peuvent paraître insultantes. Maintenant, le messager était-il le bon ? Parce que il y a tellement d'attaques dont il est lui-même la victime à l'Assemblée nationale. Il y a tellement de manquements. Mais vous voyez, même quand il est à une cérémonie, que les gens prennent la parole, ils disent jamais Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. On l'oublie même dans le truc. Or, c'est la troisième institution du pays. Et je pense qu'il y a trop de problèmes à leur niveau, et trop de problèmes de visibilité pour ce Parlement-là qu'il faut régler, et qu'il a entamé un peu cette bataille-là, qui me semble une bataille un peu trop précoce, et en tout cas qui ne doit pas être menée par lui, parce qu'il y a des institutions d'autorégulation et de régulation. C'est exactement ce que je voulais dire. Une seconde, c'est que s'il s'est senti visé, il a le droit de réponse. S'il s'est senti diffamé, il peut porter plainte. Peut-être qu'il n'a pas le courage ou parce qu'il se dit qu'il va perdre son procès, mais il n'a pas insulté les gens. Moi, je n'insulte personne et je n'aime pas qu'on m'insulte. Oui, Maître Konaté. Oui, alors non. Pour rappel, je pense qu'autour de la table, on est au moins 3 à avoir cette même vision. Chana n'a pas l'air d'être choqué et moi, je suis choqué par le fait que tu ne sois pas choqué. Pourquoi ? Parce que la première des choses, il s'agit d'une rentrée parlementaire. C'est capital. Et la rentrée parlementaire, c'est quand même le moment où le président de l'Assemblée nationale prend la parole sur des sujets majeurs, où il donne des indicateurs précis. Donc aujourd'hui, il a dû jeter à la vindicte les journalistes, pas un journaliste, pas deux, mais la corporation des journalistes. C'est en cela que c'est décevant, comme Serge l'a dit. Et le deuxième point, si à la limite il avait des supports, des éléments factuels, concrets, qui lui permettent aujourd'hui de conceptualiser, de tirer des conséquences, on aurait compris, probablement qu'on l'aurait suivi. Et troisièmement, moi je ne peux pas prendre de risque de diffamation ici, vous avez dit des choses énormes sur le président de l'Assemblée nationale, mais ce qu'il faut dire simplement, c'est que... Non, on n'a pas diffamé. Non, j'ai dit, je ne vais pas prendre moi le risque d'en dire. Oui, mais ça veut dire que nous en avons. Non, du tout. Vous n'avez pas diffamé et je n'ose pas dire ça. C'est ce qu'il a voulu dire, il a reculé. Non, oui, on laisse avec beaucoup de bonheur, je recule là-dessus parce que c'est pas ce que j'ai voulu dire. Non, pour dire aujourd'hui que dans l'enceinte du Parlement national, il y a au moins 300 personnes qui sont présentes et pas des moindres. Toutes les institutions sont présentes ce jour-là. Ils parlent en présence des institutions pour mettre en cause aujourd'hui une corporation telle que celle des journalistes. Imaginez simplement qu'au congrès des journalistes, on puisse mettre aujourd'hui à la vindicte populaire et le président de l'Assemblée nationale et tous les députés à l'Assemblée nationale parce que. On me fait signe que le temps qui est imparti est arrivé à terme quand même. Pensez que la presse est une entrave à la bonne marche de la démocratie, c'est une tentative de falsification de l'histoire récente du pays. Et un petit cours d'histoire s'impose pour rappeler ces journaux qui ont combattu pour l'avènement de la démocratie au Mali depuis les années 88, 89 et 90. C'est sur ce que prend fin ce débat du dimanche. Merci de l'avoir suivi. Nos invités étaient Aram Cham du Républicain, Chana Takiou de 22 septembre, Maître Mamadou Ismaël Konaté, avocat, et Serge Daniel, journaliste écrivain. Merci de l'avoir suivi. À dimanche prochain. Merci.